Voilà, Lily, on va commencer la deuxième séance. Et on va avoir Michel Boutin, c'est un membre du CNA, il a beaucoup travaillé sur le jeu des clients et il a travaillé, je ne vois pas nous présenter, il travaille sur la classification de jeux. On va mélanger le jeu des clients et d'autres avec les jeux sportifs. C'est pour moi un plaisir d'être ici. Je vais présenter à trois de mes amis. Alors, c'est toujours vraiment, j'ai un plaisir d'autre d'être ici. Merci à Iman et au ministère des Sports. Et j'espère que ça va passer très bien. Et on fera la conférence d'abord et après on fera le débat. Allez, je sais pas si 25 minutes, plus ou moins. Donc bonjour, alors je vais vous parler de la classification des jeux, qu'il s'agisse des jeux cognitifs ou des jeux sportifs. Alors ce que l'on entend par jeux sportifs, bien sûr, ce sont d'un côté les sports et de l'autre côté les jeux traditionnels. Quant aux jeux cognitifs, il s'agit pour aujourd'hui là des jeux à plus d'un joueur, c'est-à-dire 2, 3, 4, etc. Les jeux à un joueur, c'est un autre univers, il s'agit des mots croisés, des casse-têtes, des puzzles, etc. Alors, avant de parler des classifications que l'on utilise aujourd'hui, on va regarder un peu ce qui s'est passé dans les siècles précédents. Alors, d'abord, on va aller directement au XIIIe siècle en Espagne, avec Alfonso X et Celio donc, de Séville, où donc Alfonso était entouré d'une équipe d'intellectuels composée de chrétiens, de musulmans et de juifs. Et ils ont publié un ouvrage sur les jeux, plutôt sur les jeux cognitifs, qui est en même temps une véritable œuvre d'art. Alors, dans l'introduction de son livre, Alfonso a organisé une classification qui était pour l'époque extrêmement élaborée. Donc les deux premières classes, les jeux pratiqués à cheval et à pied, concernent, rapidement dit, les jeux de type sportif, où le corps est mis en action. Quant aux jeux que l'on pratique assis, on voit bien que Alfonso a construit une classification en 3 points, basée autour du hasard. Des jeux sans hasard du tout, tels les échecs, les jeux de dés et les jeux mixtes, comme le backgammon, que vous connaissez certainement. Donc il a organisé son ouvrage selon cette classification. On va maintenant aller directement en Italie, au XVIe siècle, avec Cardan. Alors Cardan, c'était un savant, pour l'époque. Il était philosophe, astrologue, médecin, mathématicien, etc. Et il était aussi joueur. Il était passionné par les jeux et il en était même dans une situation d'addiction. Alors pour essayer de comprendre un petit peu son malaise, sa pathologie, il a réfléchi à la structure des jeux. Et il a écrit un livre donc, autour des jeux de hasard. Et dans ce livre, Cardan a établi une classification des jeux qui est extrêmement intéressante. Alors, il a présenté sa classification en 2 étapes. En un premier temps, il a fait une classification selon 4 classes, si on veut dire, selon 4 critères plutôt, et ici, 4 classes. Et ici, il a bâti sa classification aussi autour du hasard, et en fait, il a repris la classification d'Alfonso. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais, il a fait une petite remarque au sujet des jeux de cartes. Cardan a bien remarqué que les jeux de cartes avaient quand même une certaine particularité. Ce qui fait qu'il a réfléchi à la chose et il a établi une seconde classification qui, elle, est extrêmement innovante. Donc, en un premier temps, il a parlé des jeux du corps, comme les jeux de balle, c'est lui qui dit ça, comme les jeux de balle. Ensuite, l'habilité comme aux échecs. Et enfin, il a introduit une notion qui est complètement nouvelle à l'époque, c'est-à-dire qu'il a parlé des jeux cachés qui reposent sur les cartes, et évidemment, à l'opposé, les jeux découverts qui, eux, reposent sur les dés.
Alors en effet, les jeux de cartes ont une structure très particulière. Parce que quand on joue aux cartes, et à cette époque en Italie, on jouait beaucoup de cartes, en particulier au tarot. Là, quand on joue à ce type de jeu, bon, on brasse les cartes, on les distribue, c'est la donne. C'est une sorte de générateur de hasard. Il y a donc la notion de hasard. Mais, quand chacun prend ses cartes, eh bien, évidemment, on voit ses propres cartes, mais on ne voit pas celles des adversaires. Donc, il y a bien un aspect caché. Et Cardan a parfaitement compris ça, donc il a fait une classification à partir de ça. Donc les jeux cachés, alors hasard, ou alors un hasard mélangé avec l'habileté, et même chose pour les jeux découverts. Sachant que Cardan a mis les échecs dans une classe spéciale, qui sont des jeux, en fait, sans notion de hasard. Alors, maintenant, on va venir directement au XXe siècle. Et là, on arrive donc à, disons que de Cardan à la moitié du XXe siècle, tout le monde a ignoré la classification de Cardan, ce qui est très étonnant. Ce qui fait que cette classification est restée orpheline d'une certaine façon. Même Leibniz, qui a fait une classification, qui a beaucoup réfléchi à la question des jeux, n'a pas perçu cette notion de jeu caché, jeu découvert comme Cardan. Donc on arrive maintenant à la fin du XXe siècle, hein, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et là, on a le développement de la théorie des jeux, avec un mathématicien, un économiste, donc Van Neumann et Morgenstern, qui ont écrit un livre qui s'appelle La théorie des jeux, mais que l'on pourrait traduire en français d'une autre façon. On pourrait dire que c'est un jeu sur la théorie de la décision. Hein, et donc, dans ce contexte, la décision devient un point extrêmement important pour la classification des jeux, sachant que dans cette théorie, le mot jeu a une acception très large. Ce qui fait qu'on a maintenant la notion d'incertitude. Et cette notion d'incertitude, elle a donc deux facettes, le hasard et l'information. Donc, ce qui est évidemment un vocabulaire beaucoup plus moderne qu'à l'époque de Cardan. Donc à partir de là, nous allons vous parler de la classification des jeux sportifs, aussi des jeux cognitifs. Sachant que la classification des jeux sportifs, donc on en a beaucoup parlé ce matin, donc je vais juste faire un petit rappel. Hein, je ne peux pas parler des classifications sans parler de la classification des jeux sportifs quand même. Alors, on maintient toujours la séparation très claire entre les jeux sportifs et les jeux cognitifs. Je rappelle que dans les jeux sportifs, il s'agit bien des sports et des jeux traditionnels. Alors, pour les jeux sportifs, évidemment, on arrive aux travaux de Pierre Parleva, qui à la fin des années 60, a établi une classification à partir de 3 critères. Et ces critères sont binaires, c'est-à-dire qu'on a de la certitude ou on n'en a pas, on a des partenaires ou on n'en a pas, on a des adversaires ou on n'en a pas. Ce qui fait que cette classification étant binaire, ben ça fait 2 à la puissance 3 combinaisons égale 8, et on retrouve les 8 combinaisons sur la droite de ce tableau-là. Bon, j'ai mis quelques jeux là sur le côté pour illustrer la classification. Vous remarquerez que les deux cases d'en haut sont sur un fond rouge. Les autres sont plutôt sur un fond bleu. Alors pourquoi ces 2 cases sont-elles séparées? Parce qu'il s'agit des jeux psychomoteurs. Les autres sont des jeux sociomoteurs. Hein? Alors, comme c'est une classification binaire, eh bien, on pense tout de suite à l'algèbre de Boole, qui est une algèbre basée sur la numération binaire et qui date des années 1850. Alors, on peut donc représenter cette classification sous la forme d'une table de vérité et d'équation, ce qui est une forme assez répandue de la représentation de l'algèbre de Boole. Donc, on a bien 3 variables, ça donne 8 combinaisons. Ces 8 combinaisons, on appelle ça des mini-termes, par exemple, dans le domaine de l'algèbre de Boole, conduisent à un grand nombre de fonctions, exactement 2 à la puissance 8, ce qui fait qu'il y a derrière, il y a 256 fonctions.
Donc c'est un nombre fini de fonctions. Alors évidemment, on n'étudie jamais les 256 fonctions. Ici, j'ai donné comme exemple deux de ces 256 fonctions, celle que j'ai appelée F0 qui correspond au jeu psychomoteur, et ça se met très facilement en équation parce qu'on voit bien qu'on n'a pas d'adversaire, ça veut dire ça, pas d'adversaire, ni de partenaire, ce qui correspond bien au concept de jeu psychomoteur. Les jeux sociomoteurs représentent le complément de cette fonction. Alors il y a des théorèmes en algèbre de Boole qui permettent de calculer directement le complément d'une fonction. Ce qui fait que les jeux sociomoteurs sont constitués par des adversaires ou des partenaires ou les deux. Le signe plus ici veut dire un ou et un ou inclusif dans le domaine de l'algèbre de Boole. Autre représentation possible que vous connaissez très certainement, c'est ce qu'on appelle la représentation géométrique, donc sous forme de simplex, comme ici, c'est un cube. Donc Pierre Barlebas, on a longuement parlé ce matin, aussi Bertrand During. Bon, j'ai remis ici, sur l'arête qui est en bleu, les jeux psychomoteurs. Et si on relie tous les sommets dans tous les sens, à l'intérieur, à l'extérieur du cube, avec toutes les faces et les morceaux de face, on tombe sur les 256 combinaisons. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, bizarrerie, il y a une diapo qui a disparu. Pourquoi? Alors, la classification des jeux cognitifs. Alors, les jeux cognitifs, on peut les mettre aussi sous forme de 3 critères de classification. La raison pure, le hasard et l'information parfaite ou non parfaite. Ce qui donne aussi 8 combinaisons. Si, alors il ne faut pas regarder cette diapo là, si on met dans un tableau ces 8 combinaisons avec les jeux en face, on s'aperçoit que le jeu d'échecs se retrouve sur la même combinaison que feuille, pierre, ciseaux. Pour quelle raison? Parce que dans les deux cas, il y a de la raison pure, ce sont des jeux où on doit réfléchir. Ce sont des jeux où il n'y a pas de hasard, et ce sont des jeux où l'information est complète. Par conséquent, ces jeux sont sur la même ligne, c'est-à-dire sur la même combinaison. Non, c'est bon, c'est ça. Pardon. Donc voilà, donc les échecs, feuille, pierre, ciseaux, se retrouvent sur la même combinaison. Alors, j'ai surligné la ligne où il y avait justement les échecs et feuille, pierre, ciseaux, qui sont donc sur la même combinaison. Alors vous me direz, ces jeux sont quand même différents. Alors oui et non. Ils sont identiques si on se place sur cette classification-là, mais il se trouve qu'aux échecs, les joueurs jouent chacun leur tour. Ils jouent à tour de rôle. Donc le joueur sait très bien ce que son adversaire vient de jouer. On dit que c'est un jeu alterné. Quant à feuille, pierre, ciseaux, on a aussi une connaissance complète de la situation. On connaît les gains, on connaît les coups précédents, on sait ce qu'il faut faire pour gagner, bon, etc. Mais il y a quand même une grande différence, c'est-à-dire que ici, les joueurs jouent en même temps. On dit que c'est un jeu simultané, ce qui fait quand même une différence importante. Par conséquent, il faut trouver une solution pour séparer ces deux structures. La solution, c'est d'introduire une autre variable binaire. Ce qui fait qu'au lieu d'en avoir 3, on va en avoir 4. Et on en arrive au tableau que vous avez vu tout à l'heure. Ce qui fait que les jeux à information complète sont divisés en deux maintenant. Ceux qui sont à information parfaite et ceux qui sont à information imparfaite. Et c'est cette notion empruntée à la théorie des jeux qui permet de distinguer les deux. Donc vous voyez bien que les échecs et feuille, pierre, ciseaux se retrouvent dans des colonnes différentes. Alors, donc voilà la manière qu'on peut utiliser pour faire ce type de séparation et ce type d'organisation.
sous la rubrique information complète, information imparfaite. J'ai mis une petite étoile ici avec nombreux jeux actuels. Parce qu'en effet, un grand nombre de jeux édités aujourd'hui, des jeux dits de société, enfin des boîtes de jeux, hein, un grand nombre de jeux de cette des jeux de société comme ça, se retrouvent dans cette rubrique-là, et en particulier dans la colonne de droite. Il faut quand même bien voir qu'il y a actuellement en Europe à peu près 1000 boîtes de jeux qui arrivent sur le marché par an, hein, ce qui est absolument énorme. Et beaucoup de ces jeux se trouvent dans cette rubrique-là. Alors, maintenant, on peut aussi essayer d'approfondir ce type de classification qui est binaire, en ajoutant des critères binaires pour faire des sous-classes. Si on prend les échecs, par exemple, eh bien, avec les échecs, il y a les dames et le jeu de Go, par exemple. Bon, il est évident qu'aux échecs et aux dames, on a des pièces que l'on déplace. Au jeu de Go, on pose des pions et ils ne sont plus déplacés. C'est déjà quand même une différence. Bon, alors on peut faire comme ça toutes sortes de séparations. Mais on peut en faire une autre aussi, qui est due à Pierre Parleva, hein, qui a mis en place un système à 2 variables avec la rivalité et la solidarité. Alors, il y a de nombreux articles où Pierre Parleva parle de ces 2 classes de jeux, mais vous pouvez regarder sur Internet Trio Mundi Pierre Parleva, et vous avez un article assez long et très particulièrement intéressant qui parle de ça, et on peut le télécharger gratuitement. C'est très facile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Eh bien, pour moi, par exemple, qui m'intéresse beaucoup aux jeux cognitifs, cette sorte de dichotomie est très intéressante parce qu'elle est parfaitement compatible avec les jeux sportifs comme pour les jeux cognitifs. Alors, deux variables, ça veut dire donc 4 combinaisons, donc 4 lignes. Alors sur la première, on a les jeux psychomoteurs, les casse-têtes pour les jeux cognitifs. Les 3 autres, ça correspond aux jeux sociomoteurs, et les jeux à plus de 2 joueurs pour les jeux cognitifs. Si on va un peu plus loin pour voir ça, eh bien, si on prend les jeux cognitifs, par exemple, on a les mots croisés, on a les échecs, pierre, feuille, ciseaux aussi, on y revient, pour des jeux où il y a seulement de la rivalité. Ensuite, quand il y a seulement de la solidarité, eh bien, on a un grand nombre de jeux actuels qui sont basés sur la solidarité, en particulier en Belgique ou au Canada. Ce sont des jeux de pure coopération. Alors, ce sont des jeux où les joueurs ont un intérêt commun, c'est-à-dire qu'il s'agit de sauver les baleines, sauver les coccinelles, ou faire je ne sais quoi comme ça. Il y a un jeu qui vient de paraître en France qui s'appelle Les Poilus, qui parle de la solidarité qu'il y a dans les tranchées. Donc, tous les thèmes sont possibles dans ces jeux. Et puis après, il y a les jeux, il y a de la rivalité et de la solidarité. Pour les jeux cognitifs, j'ai mis un jeu Tanagra. Bon, c'est un jeu de pion particulier dont je vais reparler tout à l'heure. Et j'en connais aussi un autre, mais je ne connais que 2 jeux cognitifs qui sont basés sur ce système. Quant aux jeux sportifs, ben on a par exemple les 3 camps, et on va en reparler tout à l'heure. Alors, voilà, comparons par exemple donc, un jeu cognitif et un jeu sportif, donc qui est dans la catégorie jeu donc paradoxal, ce qui est une formulation donc inventée et proposée par Pierre Parleva. Alors si on prend les 3 camps, c'est un jeu donc paradoxal, parce que R égale la vie, c'est un jeu avec de la rivalité et puis aussi avec de la solidarité indirecte. Alors en effet, les renards ont dans leur gène d'aller manger les poules tuent les vipères vont piquer les renards. Bon, très bien. Donc les renards vont aller manger les poules. Mais s'ils mangent toutes les poules, ils vont avoir des difficultés avec les vipères. Ça veut dire que les renards se disent, mais voyons, il faut bien qu'on attaque les poules, mais pas trop quand même. Donc il y a une espèce d'ambivalence dans leur raisonnement, ce qui fait qu'il y a une solidarité qui est induite par la règle du jeu. Hein, en fait, une solidarité qui est induite par le fonctionnement d'un tel jeu.
Donc c'est quand même assez intéressant, mais c'est très particulier. Dans le domaine des jeux de pions, on a exactement le même scénario avec ce jeu. Il y a 3 joueurs, des rouges, des bleus, des jaunes, mais évidemment il y a un seul joueur qui a plusieurs pions dans chaque camp, mais ça revient exactement au même. C'est exactement la même structure du jeu. Alors maintenant, on va essayer d'étendre la structure des jeux et leur classification dans d'autres domaines que les jeux. Alors on va prendre 2 jeux de référence, donc pierre, feuille, ciseaux, toujours, donc R égale 1 et S égale 0 pour pierre, feuille, ciseaux, donc de la rivalité et pas de solidarité. Pour les 3 camps, bon, R égale 1, S égale 1. Et puis 2 disciplines différentes, on pourrait en prendre bien d'autres, mais là j'en ai indiqué 2, l'éthologie, avec le comportement de petits lézards qui se trouvent en Californie. Et la littérature, bon, on peut prendre des pièces de Shakespeare, ou alors un roman d'un romancier français qui s'appelle Henri Troyen. Alors, que se passe-t-il avec le comportement donc, des lézards californiens? Alors c'est quand même assez particulier, parce que ces lézards qui sont tout petits, qui font 5 grammes, donc il s'agit de tout petits lézards, habitent en Californie, et il y a 2 chercheurs américains qui sont allés s'installer pendant plusieurs années au milieu de ces lézards. Et ils ont étudié leur comportement qui est vraiment très singulier. Alors, quand on dit mâle orange, mâle bleu, mâle jaune, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout orange, tout bleu, tout jaune. C'est-à-dire qu'ils ont une petite, ils ont la gorge un peu colorée, d'une couleur orange pour les uns, bleu pour les autres, etc. Alors, chacun, évidemment, essaie d'augmenter sa propre population parce que ces lézards, il y a une descendance de couleurs entre donc père et père-fils, si vous voulez, entre les mâles. Donc, les oranges vont essayer de voir les femelles bleues. Les bleus, eux, qui sont plutôt monogames, bon, essayent de défendre leur territoire, mais ils vont chasser les jaunes. Les jaunes ont un comportement qui est extrêmement curieux, parce qu'eux, ils se font passer pour des femelles, pour aller tromper les mâles oranges, et donc copuler avec les femelles oranges, de façon à augmenter leur population. Mais les bleus, eux, savent détecter la supercherie. Ce qui fait que les jaunes ne peuvent pas aller voir les femelles bleues, et les bleus, eux, bon, ben, ils chassent et tuent même les jaunes. Ce qui fait qu'il y a un système comme ça, il y a une espèce de rotation qui se produit, et il y a une rivalité extrêmement forte, donc des oranges vers les bleus, des bleus vers les jaunes, etc. Mais il y a aussi une sorte de solidarité, parce que les jaunes n'ont pas intérêt à détruire complètement les bleus, etc. C'est le même scénario que poule, renard, vipère. Alors, on peut se demander, je vous ai donné la réponse, est-ce que ces lézards ont un comportement de type les 3 camps, ou de type pierre, feuille, ciseaux? Sachant que les Américains ont intitulé leur article avec le nom de feuille, pierre, ciseaux. Pourtant, le comportement est parfaitement compatible avec le jeu des 3 camps. Donc, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, la trio maudit, etc., enfin, c'est un titre un peu plus long, de Pierre par le bas dans une revue mathématique, eh bien, Pierre par le bas montre parfaitement, avec un certain nombre de graphes, comme ça, que le comportement de ces lézards est parfaitement du même genre que les lézards donc de Californie. Alors, vous me direz, alors pourquoi est-ce que les Américains se seraient trompés? Moi, j'ai mon avis sur la question, c'est que le pierre-feuille-ciseaux est un jeu qui date de plusieurs siècles, qui est connu dans le monde entier, alors que les 3 camps, ou renard, poule, vipère, n'est connu qu'en France, et depuis pas très longtemps, qui n'est pratiqué que par les milieux éducatifs, on va dire, d'une façon générale, les centres de vacances, dans les STAPS aussi. Et bon. Donc c'est un jeu qui est relativement peu connu quand même, alors que feuille, pierre, ciseaux, tout le monde connaît ça. Mais manifestement, cette structure correspond beaucoup mieux
aux Trois Camps. Voilà, bon, j'ai terminé. Donc voilà une conclusion que j'ai empruntée à Marc Barbu. Alors, Marc Barbu était un mathématicien qui était professeur de mathématiques à la Sorbonne, je dirais dans les années 60, dans les années 1960. Hein. 70, 80, 90. Ah oui, jusqu'en 80-90. Oui. Voilà. C'était mon président du jury. Oui. Donc voilà. Donc Marc Barbu a écrit de nombreux articles, mais en particulier, il en a écrit un dans l'Encyclopédie de la Pléiade. C'est un gros livre dirigé par Roger Caillois au sujet des jeux et des sports. Et Marc Barbu a écrit l'entrée Jeux mathématiques. Voilà. Merci, Michel.